Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal sur Congo 26 Télévision. Voici les titres à la une de l'actualité. Diplomatie et coopération, l'étape est franchie pour les accords de Washington. L'étape était attendue, elle est désormais franchie. L'Assemblée nationale a officiellement ratifié les accords de Washington. Ce vote marque un tournant décisif dans le renforcement des partenariats stratégiques. Nous reviendrons en détail sur les retombées économiques et sécuritaires prévues par ce texte majeur pour la nation congolaise. Dialogue gouvernement M23, l'urgence humanitaire au cœur des débats à Montreux en Suisse. Alors que les discussions se poursuivent, la priorité semble désormais s'orienter vers les détresses des populations civiles. Vous suivrez Patrick Mouyaya Katembwe qui le dit au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo. Ressources naturelles, coup de filet en Ituri contre les pillages de l'or, la lutte contre les prédations minières s'intensifie. En province de l'Ituri, 11 sujets chinois et 3 Congolais sont tombés dans les filets de l'armée congolaise pour exploitation illégale de l'or. Le gouvernement militaire plaide pour une punition exemplaire afin de décourager les réseaux mafieux qui privent l'État de ses ressources. Tout de suite, le développement de ces grands titres. Merci de nous choisir pour vous informer. C'est une page majeure de la diplomatie congolaise qui s'est écrite lundi 27 avril 2026. Les députés nationaux ont adopté, après des semaines d'attente, 2 projets de loi cruciaux. L'accord de paix avec le Rwanda et le partenariat minier stratégique avec les États-Unis d'Amérique, entre espoir de stabilisation dans l'Est et les promesses de retombées économiques massives. Cette plénière a marqué un virage pour le second mandat du président Félix Tshisekedi. Regardez. Après avoir auditionné les 5 membres du gouvernement, d'abord le volet sécuritaire. L'accord RDC-Rwanda, signé initialement à Washington sous l'égide des États-Unis en décembre 2025, vise la cessation définitive des hostilités, notamment le retrait coordonné des troupes rwandaises du territoire congolais, la neutralisation des FDLR par le FARDC, un mécanisme de suivi renforcé pour éviter toute nouvelle violation de l'intégrité territoriale. Les élus nationaux ont adopté sans contrainte cet accord après que la commission mixte défense, sécurité et relations extérieures a rendu un avis favorable, insistant sur la souveraineté retrouvée. Les conclusions du rapport sont approuvées, mais la commission défense et sécurité peut bien, si elle le souhaite, demander l'autorisation de publication de ce rapport, et ce conformément à notre règlement intérieur. Le volet économique concerne l'accord minier RDC-USA. Il s'agit d'un partenariat sur le minerai critique, cobalt de cuivre, lithium, essentiel à la transition énergétique mondiale. Le bénéfice pour la RDC sont la garantie d'investissements américains directs dans la transformation locale, accès préférentiel au marché américain avec une fiscalité adaptée, engagement pour une exploitation propre et transparente, loin des circuits de financement des conflits. Si le vote de l'Assemblée nationale est une victoire pour le gouvernement, le texte doit encore franchir l'étape du Sénat pour une seconde lecture. Sur le terrain, la population de l'Est attend désormais de voir si les mots de Washington se traduiront par un silence durable des armes. La ratification de ces accords s'inscrit dans une stratégie globale visant à lier la sécurité de la République démocratique du Congo à ses intérêts économiques mondiaux, faisant de minerais un levier de paix plutôt qu'un moteur des conflits. La question humanitaire figure désormais parmi les priorités des discussions engagées entre Kinshasa et les agresseurs, avec un accent sur la facilitation de l'acheminement de l'aide aux populations affectées. Devant la presse, le porte-parole du gouvernement congolais a précisé que ces échanges avec ce mouvement mené en Suisse sous la médiation américaine et qatari ont abouti à des avancées diplomatiques et à la signature d'un mémorandum pour l'opérationnalisation d'un mécanisme de cessez-le-feu. Une réunion est prévue pour fixer la date de déploiement d'une mission et de vérification des violations avec l'appui technique de la MONUSCO. Suivez Patrick Mouyaya Katembwe, porte-parole du gouvernement congolais, dans cet extrait choisi par notre consoeur Ebenezer Banga-Wenamoyo. Depuis les dernières discussions qu'il y a eu à Montreux en Suisse, sous les auspices évidemment du gouvernement américain, en appui avec la médiation qatari, nous avons discuté, nous avons fait de progrès, on peut considérer, au plan diplomatique dans la discussion avec le FIS, en l'occurrence la FCM 23. Et de ces points de vue, on a signé les mémorandums qui permettent l'opérationnalisation du mécanisme de cessez-le-feu
une réunion est prévue demain, justement, pour discuter d'une éventuelle date qui permettra de faire la première mission de ces mécanismes qui devra permettre d'avoir un dispositif qui vérifie les violations des cessez-le-feu sur le terrain. Je voudrais ici faire le relais des différents communiqués de l'armée que vous devez avoir vus. Ça veut dire que pendant que nous sommes engagés dans un processus de paix où nous discutons, mais le père et le fils, en l'occurrence le Rwanda et la FCM 23, continuent les agissements sur terrain spécifiquement dans les hauts plateaux, mais nos forces armées sont pleinement mobilisées pour contenir toutes ces actions. Nous avons commencé les discussions pour le retour de la paix depuis le mois de juillet 2022. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement au mois de mai 2026. Nous avons beaucoup évolué au plan diplomatique, mais nous n'avons pas encore atteint l'objectif que nous recherchons, celui de la paix. Nous espérons y arriver dans les meilleurs des délais. Nous travaillons pour, et si vous avez vu le gouvernement américain prendre des sanctions contre l'armée rwandaise et des officiers au niveau du Rwanda, c'est parce que dans son rôle de médiation, il constate qu'il y a des attitudes qui ne concourent pas à la concrétisation des objectifs que nous nous sommes fixés librement devant le président américain. Je crois que dans ces cadres, il y aura la réunion que nous avons annoncée demain pour permettre la finalisation de l'opérationnalisation du mécanisme des cessez-le-feu et la poursuite des discussions sur des protocoles, notamment humanitaires, judiciaires, mais sur les autres protocoles listés dans les cadres du framework, ou disons, de ce qui avait été convenu à Doha. Dans la confusion entretenue par certains politiciens usurpateurs au sein de l'Alliance de forces démocratiques du Congo, AFDC, sous l'instrumentalisation dont les commanditaires sont bien connus, des voix s'élèvent pour éclairer l'opinion sur par qui et comment est créé ce parti politique. Du nombre de ces derniers, l'un des pionniers, Franklin Chamala, une personnalité bien connue de la scène politique congolaise. Notre rédaction l'a contacté cet après-midi dans son bureau de Kinshasa. Suivez-les au micro d'Ebenezer Bwangawe Moyo et Jean-René Nkossi. Vous savez, la FDC, comme tout parti politique, a pour géniteur Monsieur l'honorable Modeste Bahati Lukwebo. Il est donc géniteur de ces partis dans le vrai sens du mot. Parce que c'est lui qui a conçu le projet et qui, les moments venus pour se conformer à la loi, a commencé à recruter les fondateurs. Parce qu'au terme de la loi portant organisation et fonctionnement de parti politique dans le République démocratique du Congo, le parti politique, pour être légal, doit être représentatif de toutes les provinces du pays. Dans l'architecture fondatrice, c'est alors ce qui amène mon aîné, le président Bahati, a commencé à appeler les gens avec lesquels il était lié à la société civile, déjà, pour venir participer à la fondation de cette œuvre. Nous avons un bureau là-bas, nous nous y retrouvons tous les jours, du matin au soir, pour écrire les textes fondateurs du parti, sous le leadership du président Bahati. Tout va bien. À cette époque, le président Bahati est membre du bureau politique de la majorité présidentielle sous le président Kabila. Il est sous le coup d'une sanction disciplinaire. Il en profite pour créer sa machine politique. Donc il en profite pour prendre des distances de la société civile, dont il était le patron à la majorité présidentielle. Donc, voilà donc l'histoire. Quand c'est parti, né des seins de son géniteur, dans la maternité que je viens de vous situer, sur le boulevard là-bas, ceux qui participent à l'accouchement de ces partis, c'est ces petits groupes. Formellement, parce qu'il y avait d'autres qui étaient dans l'ombre, qui ne voulaient pas paraître en ce moment-là, les placés Mutabunga.
Dans un autre chapitre, de 300 millions de dollars américains en 2022 à un pic de 2,4 milliards de dollars en 2024, la sous-traitance a connu une envolée spectaculaire avant de retomber à 1,7 milliard de dollars en 2025. Rattrapée par des secousses sécuritaires dans la partie est du pays, telle est l'alerte lancée par le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé lors d'un briefing lundi à la presse. Toutefois, derrière la chute, une piste se dessine pour renforcer la chaîne de valeur locale, sécuriser les zones de production et accélérer l'accès des entreprises congolaises au marché public. Suivez Miguel Kachal-Katambe dans cet extrait choisi par notre consoeur Ebenezer Bwanga Wenamoyo. Évaluation faite en 2022, donc nous étions à 300 millions de dollars sur toute l'étendue du territoire national. Et aujourd'hui, les statistiques que nous avons publiées, en 2023, nous sommes allés à plus de 2 milliards de dollars des chiffres d'affaires réalisés. Donc, de plus de 300 millions en 2022 et à plus de 2 milliards de dollars en 2023. Donc, ceci démontre déjà l'impact de la vulgarisation que nous avons accélérée sur toute l'étendue du territoire national et aussi de mettre en place les parties prenantes. Donc, les sociétés principales, les corporations, entre autres la Fédération des entreprises du Congo, les autres corporations, donc toutes les parties prenantes, afin de leur dire qu'ils ne sont pas des adversaires, mais ils doivent travailler ensemble parce que la loi elle-même sur la sous-traitance parle d'un partenariat. Et quel est ce partenariat? C'est le partenariat entre les sous-traitants, entre eux-mêmes, donc 51 pour les Congolais, 49 pour les expatriés. Et le deuxième partenariat, c'est les contrats qui lient une société principale et une société sous-traitante. Et en 2024, nous sommes allés à plus de 2 milliards 4 en 2024 et en 2025, nous sommes allés à plus d'1 milliard 7. Pourquoi en 2025 les chiffres ont un peu baissé? Ce n'est pas un secret. Vous savez que l'année passée, en janvier, avec ce que nous avons connu comme guerre d'agression, intensifiée sur Goma et les Sud Kivu, ce qui fait qu'il y a eu quand même un peu d'impact négatif sur le fonctionnement de certains opérateurs économiques et cela avait un tout petit peu impacté. Je l'ai annoncé dans les titres, 11 sujets chinois et 3 Congolais arrêtés pour exploitation illégale des minerais depuis 2024 en territoire de Djougou. Lors de leur présentation ce mardi 28 avril 2026, le gouverneur militaire a demandé à la justice de punir sévèrement cette infiltration. Ces arrestations interviennent après celles d'autres sujets chinois en territoire de Mahagi lors de la récente mission du ministre national des Mines. Précision dans ce reportage. Ces 11 sujets chinois et ces Congolais exploités dès lors, depuis 2024 en territoire d'Ndjougou. Arrêtés lundi 27 avril à Nizi, ensuite escortés à Bunia, ces sujets chinois ont été présentés au commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri ce mardi. Face à cette situation d'exploitation illégale dès lors à Ituri, à la base de l'insécurité et une source irréfutable du ravitaillement de groupes armés, le commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri demande à la justice de mener des enquêtes sérieuses. Je voudrais que ça soit un exemple. Non seulement pour ces travailleurs, peut-être qui ont été récupérés comme ça, envoyés dans le site minier, mais aussi le propriétaire de cette société-là. C'est un monsieur qui doit être poursuivi, qui doit être arrêté. Il faut que ça cesse. Hélas, on nous prend pour des naïfs et on continue le même jeu. Vous avez été prévenu. Cette fois-ci, on va punir. Le numéro 1 de la province de l'Ituri, le lieutenant général Luboyanka Chamadjoni, a promis suivre de près ces dossiers pour mettre définitivement fin au financement des groupes armés qui endeuillent au quotidien les Ituriens. Je demande à notre justice de faire des investigations jusqu'au bout, que ça soit pour Aru et pour la situation de Nizi. Vous savez qu'hier, lorsqu'on a découvert ce groupe, à la sortie, la délégation n'était plus en sécurité parce que l'information qui venait, qu'il y avait un groupe armé qui s'était déjà organisé pour les attaquer.
Cette arrestation intervient pendant que les forces armées de la République démocratique du Congo mènent des opérations sur l'ensemble de la province de l'Ituri contre les groupes armés locaux et étrangers, dont les ADF-MTM. Il s'y est de signaler que cette arrestation est la résultante des dernières instructions du ministre des Mines, Luatum Kabamba, qui lors de son récent séjour avait aussi arrêté d'autres sujets chinois dans cette partie est de la RDC. Son séjour reposait sur la politique minière du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la souveraineté des ressources naturelles, la lutte contre la fraude et la transformation locale des minéraux au profit du peuple congolais. Revenons à Kinshasa, dans la municipalité Ngiringiri. L'avenue Khartoum est aujourd'hui dans un état de délabrement très avancé. Entre nids de poules béants et eaux stagnantes, la circulation devient un véritable calvaire pour les usagers et le conducteur en pleine saison de pluie. Riverains et usagers lancent un cri de détresse aux autorités urbaines dans ce reportage d'Israël Nguita. Tronçon Khartoum, au cœur de la commune de Ngiringiri, le bitume n'est plus qu'un lointain souvenir. Autrefois artère fluide, pour désengorger le trafic urbain, Khartoum s'est transformé au fil de pluie en une véritable illusion pour les usagers. Partout de crevasses béantes dictent désormais leurs lois à ceux qui osent prendre cette voie publique en délabrement avancé. Circuler ici relève de l'exploit technique. Pour le chauffeur de taxi et les mototaximènes, chaque mètre franchi est un risque de panne mécanique ou d'accident. Les amortisseurs souffrent, le moteur s'essouffle et le temps de trajet est multiplié. Le grand problème que nous déplorons à la direction Khartoum est qu'elle n'est plus praticable. Il n'y a pas moyen même de faire des déplacements. Ce qui est vrai, nous avons connu un avancé où il a été construit de nouvelles voies, telles que Movenda, Nyangara et autres. Mais la direction Khartoum en soi, elle n'est plus vraiment praticable. Et ça nous demande de contourner, ça nous demande beaucoup d'efforts et ça ne nous permet pas d'avoir une route assez praticable. Donc nous subissons le mauvais état de la route et ce n'est pas facile. Nous allons demander de la même manière qu'ils ont pensé à désengorger la commune avec certaines grandes avenues. C'est aussi préférable de penser à la grande direction Khartoum parce que ça aide facilement à atteindre la commune de Kassavubu et autres lieux de contourner d'autres directions. Face à ce spectacle de désolation, le cri de détresse est unanime. Les habitants de Khartoum n'attendent plus que le passage des engins de génie civil. Il y a urgence d'agir avant que ce tronçon ne soit totalement rayé de la carte routière de la capitale Kinshasa. Restons à Kinshasa où les embouteillages deviennent de plus en plus un casse-tête sur plusieurs artères de la ville. À l'exemple du rond-point Mollard où l'incivisme de conducteurs de mototaxi serait l'une des causes de cette situation. Selon quelques habitants de Bandalungwa et de Selembao, le constat est de Rebecca Kalonda et Jean-René Nkossi. Devenus inévitables lors de déplacements de plusieurs Quinois, vu leur rapidité et commodité, les mototaxis sont pourtant identifiés comme l'une des causes des embouteillages pour mauvais stationnement, parking provoqué et non-respect du code de la route. L'avenue de la Libération est ce 24 novembre, dans son tronçon compris entre le boulevard du 30 juin et le rond-point Mollard, est l'illustration parfaite de ces chaos. Mais selon des conducteurs de taxi-moto, c'est l'absence de parking dans ces coins qu'il faille citer. Ministre ya transport baluka moyen ya kosele biso ba parking pour totelemi bonne totelemi boye moyen mi tokai baluka ezate biso pe moyen pe to mema bato bien ezate mais tozo somba ba jeton tozo somba ba mikanda toza na biloko nyonso ba permis to somba mais baluka moyen que ba pese biso moi pas ça le biso parking. L'incivisme des conducteurs est cependant indexé comme cause principale des embouteillages sur le parking Mollard. Certains utilisateurs de mototaxis suggèrent des artères appropriées pour ces nouveaux moyens de transport public.
Est-ce que l'État a posé la tête? Donc on a toujours d'ailleurs pas makada masika boy. Alors bah que bon ça va. Birmanie yo et tika la kapo na bata moto. Ba camion boya kaka. En tout cas ba camion c'est aussi parce que jouer zaté moto ça partout. Jouer zaté et tout vraiment. C'est une interpellation pour la police routière, autorités ayant dans leurs attributions les transports publics. La délinquance dicte sa loi sur les artères de Kinshasa. Un conducteur de moto-taxi transportant son client a fini sa course sur une Jeep Toyota Vanguard. L'excès de vitesse est la cause principale de cet accident ayant causé des blessures graves sur le conducteur et son client. Témoin, Tonine Zolamesso. L'incident s'est produit sur la route des Matadi à la hauteur de l'école EDAP, à 2 doigts seulement de l'Université pédagogique nationale UPN. Il faut qu'on l'amène à la police pour qu'il puisse réparer. Ce mototaximène roulant à vive allure a perdu le contrôle de sa moto avant de terminer la course sur cette Toyota Vanguard en position de changement de direction, comme l'expliquent ses témoins. Quand on a freiné, on a voiture noire. Conséquence, le mototaximène et son client grièvement blessés, respectivement à la tête et au bras, ainsi qu'aux pieds pendant que la portière arrière de la Jeep se trouve déclassée. Malgré l'accident, ce groupe de mototaximènes venus manifester soutien à l'un de leurs est resté sceptique, condamnant par contre le comportement des conducteurs des véhicules. Le malheur ne vient jamais seul, dit-on. Le client s'est fait doublement victime lors de ces spectacles désolants. Son téléphone introuvable, volé pendant le choc. Quelques personnes de bonne volonté ont tenté de fouiller dans cette canalisation sans succès. Sport football pour finir. Le soutien du 12e homme s'annonce décisif pour les Léopards de la République démocratique du Congo lors de la prochaine Coupe du Monde. Réuni en Conseil de ministres le vendredi 24 avril 2026, le gouvernement congolais a officialisé la mise aux dispositions de 5 000 billets plutôt en faveur des supporters pour le match d'ouverture du groupe K face au Portugal prévu le 17 juin à Houston aux États-Unis. À une cinquantaine de jours de ce rendez-vous crucial, cette décision dépasse le simple cadre sportif. Elle met en lumière une véritable stratégie nationale de mobilisation et d'encadrement de fans désormais perçus comme des ambassadeurs clés de l'image de la République démocratique du Congo sur la scène internationale. Plus de détails dans ce récit signé Gloire Kitoga. Selon le porte-parole du gouvernement, en inscrivant la question des supporters à l'ordre du jour du Conseil des ministres, l'État démontre que l'accompagnement populaire de Léopard devient une dimension stratégique de la participation congolaise dès lors que la Coupe du Monde 2026 représente pour la République démocratique du Congo plus qu'une compétition sportive, c'est une opportunité diplomatique, médiatique et identitaire. Revenons sur les inquiétudes liées à l'indisponibilité de billets ou sur le coût élevé de ces tickets d'accès proposés par les revendeurs. Elle a précisé que la FIFA a ouvert un accès sur son portail de vente à la RDC à travers le portail de la Fédération congolaise de football association. Pour notre premier match de groupe face au Portugal, prévu le 17 juin 2026 à Houston, au Texas, près de 5 000 billets ont été mis à la disposition de supporters congolais. Les conditions et précisions pour l'achat de ces tickets au grand public seront communiquées sur le portail de la FECOFA. La réservation de 5 000 billets constitue un signal fort, mais elles appellent également à une politique claire et structurée. L'enjeu ne réside pas seulement dans la présence massive des Congolais dans les tribunes, mais dans leur organisation, modalité des déplacements, coordination logistique, sécurité, discipline et image du pays. Sur un autre volet, la ministre de la Culture a, au nom du ministre de Sport, salué la synergie qui se dégage entre son ministère, celui de la Culture, de la Communication ainsi que du Tourisme. Cette entente vise une meilleure présentation de notre pays sous plusieurs aspects et divers secteurs au cours de la Coupe du Monde 2026. Enfin, au sujet du déplacement de supporters et animateurs, elle a fait le point de la réunion
tenue par le ministère de Sport en présence de la vice-ministre des Affaires étrangères avec les chargés d'affaires de l'ambassade des États-Unis et du Canada. À travers cette mobilisation, la RDC doit construire un modèle de gestion des supporters capable de conjuguer ferveur patriotique et professionnalisme. C'est par ces belles images des léopards que nous mettons un point final à ce journal. Voici le rappel de ses principales articulations. Diplomatie et coopération, le cap est franchi pour les accords de Washington. L'étape était attendue, elle est désormais franchie. L'Assemblée nationale a officiellement ratifié les accords de Washington. Ce vote marque un tournant décisif dans le renforcement des partenariats stratégiques. Nous vous avons donné des détails sur les retombées économiques et sécuritaires prévues par ce texte majeur pour la nation congolaise. Dialogue gouvernement M23, l'urgence humanitaire au cœur des débats à Montreux en Suisse. Alors que les discussions se poursuivent, la priorité semble désormais s'orienter vers les détresses des populations civiles. Vous avez suivi dans ce journal Patrick Mouyaya Katemboué, porte-parole du gouvernement congolais, qui l'a dit au nom du gouvernement de la RDC. Et puis, ressources naturelles, coup de filet en Ituri contre les pillages de l'or, la lutte contre la prédation minière s'intensifie. En province de l'Ituri, 11 sujets chinois et 3 Congolais sont tombés dans les filets de l'armée congolaise pour exploitation illégale de l'or. Le gouvernement militaire plaide pour une punition exemplaire afin de décourager les réseaux mafieux qui privent l'État de ses ressources. Ce journal est complètement terminé, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Surtout, bonne suite de programmes sur les antennes de Congo 26 Télévision. Vous le savez, la chaîne de l'unité nationale.